parler un petit peu de la Suisse parce que toi, t'es suisse du coup. Oui. Euh, t'es installé aussi en Suisse. Mhm. Et la Suisse, j'ai l'impression que c'est assez différent de la France. Enfin, sous plein d'angles différents, enfin, dans différents aspects, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu nous expliquer, toi, par expérience, à quel point la Suisse est différente de la France? Et même, par exemple, dans l'industrie financière, à quel point c'est des cultures ou même des règles différentes de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant. Oui, bah alors là, c'est vrai que la Suisse a plutôt la réputation, et même ça se traduit concrètement dans la réalité, d'être très pro-business. Ce qui veut dire que c'est un pays qui va chercher à ne jamais trop empêcher les gens de faire du business. Après, quand on touche à la finance, évidemment, on a un régulateur qui est là pour protéger le retail, hein, protéger le grand public, mais qui va mettre assez peu de barrières tant qu'on fait du business, on va dire, entre gens qualifiés. Ça veut dire que à partir du moment où il part du principe où à partir du moment où tu es qualifié, soit par CV, soit par fortune, soit parce que c'est une institution financière, etc., les règles sont quand même beaucoup plus assouplies parce que les gens sont capables de comprendre les risques qu'ils prennent entre deux contreparties. Tu signes un contrat, chacun a compris les termes du contrat et tu peux très vite faire du business sans forcément avoir des licences complexes à mettre en œuvre, hein, surtout d'un point de vue opérationnel, qui sont plutôt tournées vers le retail parce que le but c'est encore une fois de pardon du terme, mais de protéger l'idiot, c'est-à-dire de dire aux gens, bah voilà, faut éviter que les gens se fassent scammer, faut éviter que les gens perdent tout, faut éviter que les gens... C'est les premiers remparts, les premiers pare-feu, quoi. exactement. Exactement. Donc de manière générale, la Suisse a vraiment un peu cette approche très pro-business, toujours, et c'est assez marrant aussi, parce que ça, c'est peut-être l'aspect réglementaire qui est un peu différent. Nous, on appelle ça substance over form, donc c'est vraiment la substance prévaut sur la forme. Donc, si tu veux, en France, par exemple, vous avez créé le PSAN, vous avez créé donc un prestataire sur service d'actifs numériques, et donc c'est spécifique à la forme, c'est-à-dire ce sont les actifs numériques. Nous, en Suisse, on va réguler finalement le sous-jacent. Parce que un token en tant que tel, finalement, si tu réfléchis, t'as plusieurs catégories, mais en gros, t'as la crypto, hein, par exemple Bitcoin ou Ether, où là, tu as vraiment une nouvelle classe d'actifs. Voilà, un Bitcoin, il existe parce qu'il existe. Il n'y a pas d'émetteur identifié. C'est un réseau qui est libre et ouvert à n'importe qui de le rejoindre. En tant que tel, c'est une nouvelle classe d'actifs quelque part. Voilà, on peut le mettre dans la case commodities, on peut le mettre dans la case monnaie, mais c'est vraiment un nouvel animal dans l'univers. Alors que quand on prend la tokenisation, quand on prend un utility token, quand on prend real world asset token, quand on prend, etc., il y a un sous-jacent qui est le contrat qui va lier l'émetteur et le porteur de jetons. Et donc là, effectivement, bah, ce que tu vas vouloir réguler, c'est qu'est-ce que ce token? Est-ce que ce token, effectivement, c'est un vrai utility? Est-ce que ce token, c'est un moyen de paiement? Est-ce que ce token, c'est, je sais pas moi, une part d'une société, une obligation d'une société, un securities parce qu'il y a voilà, un partage de revenus, etc., etc. Mais donc toutes ces choses-là sont déjà très bien définies dans la loi, puisque finalement le sous-jacent en lui-même, que ce soit une action, une obligation, un titre complexe, structuré, ce que tu veux, tout ça c'est déjà très bien défini dans la loi. Donc que tu l'incorpores dans un token ou que tu le mettes sur Excel, bah c'est les mêmes règles. Donc Donc, on s'en fout en vrai de la technologie qui est utilisée, c'est, ce qui compte, c'est sur quoi ça repose, enfin, quel est le fond de tout ça, quoi. exactement. Le but, c'est vraiment la Suisse. Déjà, enfin, techniquement parlant, dans notre constitution, on est technologiquement neutre, donc on ne doit pas appliquer de discrimination entre, par exemple, la technologie papier, la technologie Excel et la technologie blockchain, si tu veux, tant que le sous-jacent c'est le même. Donc same risk, same regulation. Ok. C'est c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Et je pense que la majorité des personnes qui regarderont cette interview sont probablement francophones ou en tout cas français. Et donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des dynamiques qui sont différentes. Est-ce que tu penses que la Suisse c'est un des meilleurs pays pour entreprendre en crypto ou bon, voilà, quelle est un petit peu ton opinion sur le sujet et même si tu devais regarder en dehors de la Suisse, qu'est-ce qui te paraît assez intéressant d'un point de vue purement crypto, quoi. Je pense qu'il n'y a pas une solution qui fit tous les besoins. La Suisse a des choses à faire valoir dans l'univers, oui, effectivement. On a un contexte qui est intéressant, encore une fois, dans tout ce qui touche à la tokenisation. Le régulateur a vraiment clarifié tout le sujet. Donc si tu souhaites faire de la tokenisation aujourd'hui, clairement la Suisse, ça fait partie des meilleurs endroits parce que tu as
une forme de certitude sur l'avenir. Hein. En Suisse, quand on fait des règles, elles sont jamais défaites aux prochaines élections, ou c'est pas des trucs qui ont tendance à swinger de gauche à droite. C'est en général, ça prend un peu de temps, mais une fois que le cadre est posé, le cadre il est posé pour toujours. Hein. Donc c'est très euh, c'est très rassurant pour un entrepreneur que de pouvoir se projeter dans l'avenir avec stabilité. Voilà. Donc pour ça, c'est vraiment très très intéressant. Tout ce qui touche à la crypto, aujourd'hui la Suisse c'est pas forcément mieux que les autres pays. Hein. Aujourd'hui le régulateur suisse il subit aussi des pressions du GAFI notamment, hein, donc du groupement qu'on s'appelle le groupement d'actifs intergouvernemental. Enfin, bref, mais qui finalement édicte toutes ces règles et qui aujourd'hui pousse un peu à restreindre la crypto, pousse à restreindre la liberté d'utilisation de la crypto, pousse à avoir ce qu'on appelle la travel rule, c'est-à-dire l'échange d'informations entre deux virtual asset service providers. Ben, il faut qu'ils s'échangent l'information sur le client, et enfin bref, etc., etc. Donc ils sont aussi dans les mêmes, dans le même mouvement, on va dire, que le régulateur américain ou européen sur ces sujets-là. Ça, il y a aucun doute, puisque finalement tout ça a tendance à converger en général globalement dans le monde. Donc finalement, il n'y a pas vraiment une solution qui fit tous les besoins. Je dirais que même les États-Unis ont parfois des choses à faire valoir qui sont mieux qu'en Europe, notamment sur les questions de traitement de taxes, où c'est vrai qu'en Europe, c'est beaucoup plus compliqué de tokeniser une société et de pouvoir partager du revenu qu'aux États-Unis, où finalement les entités sont ce qu'on appelle pass-through. Hein, donc ça veut dire que une société, elle délègue la responsabilité de déclarer ses impôts à l'actionnaire, et c'est pas la société de prélever en amont une partie d'impôt anticipé sur les flux, ou de gérer le calcul de l'impôt si c'est l'immobilier en dessous, ce genre de choses. Donc vraiment, ça simplifie beaucoup l'opérationnel. Ok. Vraiment, moi je pense qu'il y a un peu de tout. On voit des sociétés qui vont se mettre justement au Panama ou dans des trucs nettement plus, entre guillemets, moins régulés ou je ne sais quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais surtout ça leur permet de démarrer. La Suisse, c'est aussi un pays où il n'y a pas vraiment, c'est pas évident non plus. J'entendais ça encore hier, on était dans une conférence, et puis tout le monde se disait un peu ça, tout le monde se plaignait un peu, c'est qu'en Suisse, il y a peu d'investisseurs dans la crypto. Donc c'est un bon endroit pour venir quelque part faire un scale-up, mais peut-être qu'au niveau start-up, au niveau démarrage, peut-être que pour ceux qui ont en tout cas besoin de lever des fonds, etc., l'écosystème français, l'écosystème anglais, il y a peut-être beaucoup plus Que, ce que tu veux dire par là, c'est est-ce que le fait de monter par exemple une société en Suisse, ça t'empêche de lever de l'argent auprès Non, d'investisseurs français? bien sûr que non. Ou... Les investisseurs sont globaux, bien sûr que non. Ça t'empêche pas du tout. Mais c'est vrai que les gens ont naturellement tendance à se tourner vers l'écosystème local. Donc, une société qui va être à Genève a tendance à chercher des fonds à Genève. Une société qui est à Zurich va avoir tendance à chercher des fonds à Zurich. Et c'est vrai que là, bah, la Suisse est plutôt très conservatrice. Les gens sont plutôt très, avec une grande aversion au risque en général. Donc, les startups très early stage, ça fait souvent un peu, bah, voilà. Donc, il y a des angels, hein, bien sûr. Il y en a, il y a des gens avec beaucoup d'argent. Donc, si tu as la capacité de convaincre ces gens-là, bah, voilà, t'arriveras à lever des fonds. Mais après, si tu veux faire des levées de fonds un peu spectaculaires, comme on entend parfois, etc., c'est pas vraiment en Suisse que tu vas les faire. Mais tu peux le faire depuis la Suisse. Effectivement, il y a des VC français, des VC anglais, américains, ce que tu veux.